Madame, Monsieur, bonsoir. C'était l'étape ultime. Le Parlement européen a adopté ce mercredi en séance plénière à Strasbourg à une très grande majorité l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. L'accord approuvé à 444 voix pour est un nouveau pas franchi dans les relations entre le Maroc et l'UE. Le reportage de notre envoyé spécial Jada Barden sur un récit de Salim Abneb. 444 voix pour, 167 contre. À une très large majorité, l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne est adopté. Le document précise explicitement que les produits agricoles et de pêche issus des provinces du sud du Royaume bénéficient des mêmes préférences tarifaires que ceux couverts par l'accord d'association. C'est aussi l'issue d'un processus de négociation mené entre l'Union européenne et le Royaume. Des concertations politiques durant lesquelles le Maroc a été animé par la défense non négociable de son intégrité territoriale et de ses intérêts économiques avec un partenaire commercial privilégié. Les eurodéputés parlementaires ont fait preuve d'un sens de responsabilité. Nous avons eu cette parenthèse de 2 ans à cause d'un arrêt de la Cour de justice de l'UE. Maintenant, ce vote nous permet de clôturer cette page et nous tourner vers l'avenir. Ce vote positif constitue une double victoire pour le Maroc. Il a été précédé du rejet d'une proposition de résolution demandant le renvoi du texte de l'accord devant la Cour européenne de justice pour un avis. Un échec cuisant pour les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume. Un vote qui a tout de suite suscité de nombreuses réactions dans le Royaume, à commencer par celle du ministère des Affaires étrangères qui se félicite de l'adoption de cet accord qui vient confirmer que les produits agricoles et de pêche issus des provinces du sud du Royaume bénéficient des mêmes préférences tarifaires que ceux couverts par l'accord d'association du côté des professionnels. On salue également un vote qui vient relancer le partenariat agricole entre le Royaume et l'Union européenne. Reportage Hussein Ouzig et Milodi Zindine, le commentaire est de Hind Ben. Une base solide pour une relance pleine et entière du partenariat maroco-européen. C'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères qualifie l'adoption par le Parlement européen de l'accord agricole Maroc-UE. Dans un communiqué, le ministère indique que ce vote vient confirmer que tout accord couvrant le Sahara marocain ne peut être négocié et signé que par le Royaume dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté pleine et entière sur cette partie de son territoire. Cet accord va bénéficier aux populations des provinces du Sud qui ont été consultées, et ce, à travers leurs représentants et leurs élus. Aujourd'hui, il est clair que nos provinces du Sud sont tout autant concernés par cet accord agricole. L'accord adopté aujourd'hui souligne explicitement que les produits agricoles et de pêche issus des provinces du sud du Royaume bénéficient des mêmes préférences tarifaires que ceux couverts par l'accord d'association. Ce vote vient confirmer que le Maroc respecte les standards européens. En effet, la production agricole marocaine s'est développée et a atteint un haut niveau de qualité. Le vote de cet accord intervient au moment où le secteur agricole est plus dynamique que jamais. Il y a eu de grandes avancées en termes de production, de qualité et d'exportation. Pour le Royaume, cet accord vise à préserver les intérêts économiques d'un secteur important avec un partenaire commercial privilégié. Un vote qui vient couronner un long processus de négociations techniques et de concertation politique engagée entre l'Union européenne et le Maroc. Et nous allons continuer de parler de cet accord. Avec moi sur le plateau, notre consultant, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 2 ans après l'arrêt de la Cour de justice européenne, est-ce qu'on peut dire que le partenariat maroco-européen repart sur de nouvelles bases? Déjà, il faut rappeler que le partenariat maroco-européen est un partenariat qui date de belle lurette. Ça fait des années qu'on est en train de travailler ensemble. Ça a été concrétisé en 2013 par l'accord de libre-échange entre les deux espaces. Et bien sûr, il y a eu énormément d'accords en ce sens-là. Ce qui s'est passé dernièrement, il faut le rappeler, c'est qu'à partir de 2015, principalement de décembre 2015 et 2016, les adversaires de l'unité nationale ont commencé à mettre en place un certain nombre de stratégies, et principalement quand ils sont
sont allés à la Cour de justice européenne afin de stopper les modèles de coopération maroco-européens et surtout poser la question des produits issus du Sahara et quelle traçabilité peut plus ou moins affirmer le fait que le Maroc exploite ces zones-là. Et bien sûr, il y a eu un jugement de la Cour qui a stoppé net presque un certain nombre de processus législatifs. Ça n'a pas empêché la coopération de continuer de bonne foi entre les deux espaces. Et bien sûr, il y a eu par la suite un mandat de la Cour de justice afin de pouvoir changer un certain nombre de bases juridiques et surtout mettre en place les bases juridiques qui vont établir les relations saines entre les deux espaces. Au fait, l'idée du Polisario afin de stopper le Maroc et de l'empêcher d'avoir des rapports avec l'Europe et inclure le Sahara s'est retourné contre eux. Et aujourd'hui, il y a les bases juridiques qui déterminent ce processus-là. Cette décision du Parlement européen vient confirmer la position adoptée par le Royaume durant les discussions avec l'Union européenne. Dans quelle mesure le vote massif d'aujourd'hui constitue un revers pour les adversaires de l'intégrité territoriale? C'est plus qu'un revers du moment que tout ce qu'a aspiré le Polisario et leurs amis, qu'ils soient européens ou principalement le gouvernement algérien, s'est retourné contre eux. Le fait de vouloir empêcher de poser la question sur les produits, sur les investissements concernant les zones du Sud, s'est retourné contre eux du moment que l'arrêt de justice de la Cour internationale a donné mandat d'ailleurs au Parlement européen, qui a envoyé un certain nombre de commissions. D'ailleurs, il y a eu plusieurs visites, plusieurs commissions sont allées dans les territoires du Sud. Ils ont rencontré les élus, ils ont rencontré les autorités marocaines, ils ont rencontré les ONG, la société civile, et ils ont vu, au fait, c'était clair et net, que la population bénéficie d'un retour d'investissement énorme et que le Maroc fait des efforts énormes. D'ailleurs, pour chaque dirham issu du Sahara, il y a 7 dirhams investis dans cette région. Ce qui fait que l'accord d'aujourd'hui stipule que ces territoires ne peuvent nullement être empêchés de participer, d'être partie prenante de ces accords. Et les produits issus du Sahara vont bénéficier des mêmes bénéfices dont issus les produits du Nord, que ce soit la préférence de prix et autres. Bien sûr, il y a un certain nombre de procédures qui vont être mises en place en ce sens-là. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. C'est une visite de travail qui intervient quelques heures après le vote en plénière de l'accord agricole. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, est au Maroc. Elle aura des entretiens demain avec le chef du gouvernement, Saïd El Athmani, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, le ministre de l'Intérieur, Abdouafil Ftit, et le président de la Chambre des représentants, Habib Melki, ainsi que des représentants de la société civile. Cette visite s'inscrit dans la dynamique de relance des relations entre le Maroc et l'Union européenne de manière à constituer un partenariat stratégique plus étroit, profond et ambitieux. Theresa May face à une motion de censure après sa lourde défaite sur l'accord de Brexit. Les députés britanniques ont sévèrement désavoué la Première ministre en rejetant massivement par 432 voix contre 202 son accord de sortie de l'Union européenne lors d'un vote qui plonge un peu plus le Royaume-Uni dans l'incertitude. À moins de 3 mois du Brexit, Theresa May a désormais jusqu'à lundi pour présenter un plan B si elle survit à la motion de censure travailliste. Plusieurs options s'offrent à elle: s'engager à retourner négocier à Bruxelles ou demander un report de la date du Brexit prévue le 29 mars. Et c'est une défaite extrêmement lourde pour Theresa May. Les réactions en Europe sont nombreuses. L'Union européenne et ses États membres estiment que le rejet de l'accord entre Londres et Bruxelles sur le Brexit fait courir au Royaume-Uni le risque d'une sortie brutale de l'Union européenne. Les développements avec Salim Abneb. C'est un non. 432 voix contre. Les députés du Royaume-Uni rejettent l'accord du Brexit négocié entre l'Union européenne et la première ministre conservatrice Theresa May. La décision britannique a eu l'effet d'un séisme politique puisqu'elle fait courir au Royaume-Uni une sortie brutale, un scénario que redoutent Paris et Berlin. Nous allons bien entendu essayer de trouver une solution pour une sortie ordonnée. Mais nous sommes également préparés à l'éventualité qu'il n'y en ait pas. Nous avons encore le temps de négocier. Nous attendons maintenant de voir ce que Theresa May, la première ministre britannique, va proposer. Le no deal. Donc ils disent il n'y a pas d'accord. Ça fait peur à tout le monde. Les premiers perdants de ça, ce sont les Britanniques. Un peu plus tard cet après-midi, c'est devant le Parlement européen que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a résumé l'avis de ses voisins européens.
Nous continuerons à travailler pour qu'une solution soit trouvée. Les États membres et les institutions européennes adopteront des mesures pour minimiser l'impact potentiel d'une sortie sans accord. Michel Barnier, négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, craint également un no deal, autrement dit une sortie du Royaume-Uni sans qu'aucun accord en vigueur soit maintenu. Jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé. Notre résolution reste d'éviter un tel scénario. C'est la raison pour laquelle, de notre côté, nous allons intensifier nos efforts pour être préparés à cette éventualité. Et du no deal au no Brexit, Donald Tusk s'interroge. Sur son compte Twitter, le président de la Commission européenne semble suggérer l'annulation. Si un accord est impossible et que personne ne veut d'une sortie sans accord, alors qui aura finalement le courage de dire quelle est la seule solution positive? Theresa May a désormais jusqu'à lundi pour présenter un plan B. Plusieurs options s'offrent à elle. Lancer un nouveau processus de négociation à Bruxelles ou demander un report de la date du Brexit prévu le 29 mars. Au Kenya, la police assure que l'assaut des forces de l'ordre est désormais terminé à Nairobi, plus de 20 heures après que les Shebab affiliés Al-Qaïda ont attaqué un complexe hôtelier. Le président Uhuru Kenyatta a affirmé que tous les terroristes ont été éliminés. Le chef de l'État a également souligné que l'attaque a fait 14 morts et un nombre encore indéterminé de blessés. Plus de 700 civils ont dû être évacués. La Cour pénale internationale rejette la demande de maintien en détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'annonce intervient au lendemain de l'acquittement par la CPI de l'ex-président ivoirien et l'ancien leader des Jeunes Patriotes. Un acquittement qui peut faire l'objet d'un appel des procureurs. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront donc remis en liberté. Aucun détail n'a été communiqué sur le temps qu'il faudrait pour libérer les deux hommes du centre de détention de la Cour. Retour à l'actualité nationale avec cet incendie impressionnant qui s'est déclaré la nuit dernière au marché de gros de Casablanca, situé au quartier Sidi Etmend. Les flammes ont ravagé plusieurs véhicules et détruit d'importantes quantités de marchandises. Selon les témoignages recueillis sur place, l'incendie serait dû à l'explosion de bouteilles de gaz dans le marché. Les éléments de la protection civile se sont activés toute la nuit pour tenter de circonscrire le feu. Aucune perte humaine n'est à déplorer. Je vous le disais en titre, parents et élèves ont fait entendre leur voix ce matin à la porte du lycée Lyautey à Casablanca pour manifester contre la hausse des frais de scolarité dans les universités françaises pour les étudiants non européens, annoncée en novembre dernier par le Premier ministre français Édouard Philippe lui-même. Cette hausse permettra, selon lui, de faire financer les bourses des moins fortunés et des plus méritants en faisant payer les étudiants étrangers qui en ont les moyens. Les principaux intéressés, eux, contestent contre cette mesure qu'ils jugent discriminatoire. Pour rappel, les Marocains représentent plus de 11% du nombre total de la population estudiantine étrangère. Reportage Abdelrahim Bouhidioui, le récit est de Sami Hals. Élèves et parents côte à côte pour dénoncer la hausse vertigineuse des frais de scolarité dans les universités françaises pour les étudiants étrangers non européens à la rentrée prochaine. L'annonce a été faite le 19 novembre dernier par l'exécutif français. Une décision prise, selon Édouard Philippe, pour mieux accompagner les étudiants internationaux, ce qui aurait plutôt pour résultat d'exclure les aspirants au diplôme français d'origine modeste. Nous voyons en tant que jeunes Marocains, étrangers en général, qui n'ont pas cette nationalité française, comme étant assez perturbés, puisque les augmentations du prix vont permettre à une classe sociale d'étudier en France, mais une autre non. Et cela est en contradiction avec les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité. L'augmentation ciblée des droits de scolarité qui passe de 170 à 2770 € en licence et de 243 et 380 à 3770 € en master et doctorat heurte de plein fouet les fondements même de l'université française. Pourtant, comme l'atteste une étude commandée par Campus France en 2014, si ces étudiants représentent chaque année une charge pour le budget de l'État de 3 milliards d'euros, ils participent aussi à l'économie nationale. Donc nous sommes là aujourd'hui pour lancer un message au gouvernement français contre les mesures de hausse de frais de scolarité concernant les universités. Donc nos élèves, nos enfants sont concernés directement. C'est une mesure concernant les étrangers, les Marocains.
À l'instar de ses parents d'élèves depuis l'annonce, le mécontentement gronde dans les rangs de l'opposition et chez les présidents d'université. Tous exhortent à un ajournement de la mesure et l'ouverture d'une concertation sur le sujet. La grogne sera-t-elle entendue? Rien n'est moins sûr. La page santé de ce journal est consacrée à la vaccination contre la grippe. Si le vaccin n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé, notamment pour les personnes à risque, comme les personnes âgées ou atteintes de certaines maladies chroniques ou encore les femmes enceintes. La grippe peut en effet se transformer en infection pulmonaire sévère ou aggraver une maladie chronique déjà existante. Plus de détails dans ce reportage de Oussama Oufker et Younes Nasseri sur un récit de Sarah Jebri. Afin d'éviter de tomber malade durant la saison froide, certaines personnes optent pour le vaccin contre la grippe. Recommandé d'octobre à décembre, soit en période de transition saisonnière, la vaccination reste pour les spécialistes le meilleur moyen pour se protéger contre ce virus. Je me fais vacciner pour éviter de contracter la grippe durant la saison hivernale. Je le fais par mesure de précaution. Il n'y a pas un grand engouement pour ce vaccin. Cela est dû à plusieurs idées fausses concernant son efficacité. Généralement bénigne chez les adultes en bonne santé, la grippe n'est tout de même pas une maladie banale car elle peut avoir des conséquences graves chez les sujets à risque de complications. Et contrairement aux idées reçues, la vaccination contre la grippe est recommandée aux femmes enceintes et aux personnes âgées. Le vaccin contre la grippe est sécuritaire, il ne peut pas transmettre la grippe ni aucune autre maladie, car ce vaccin est fabriqué à partir de virus inactivés. Il ne contient pas de virus vivant et il devient efficace 15 jours après la vaccination, le temps que le corps humain fabrique les anticorps nécessaires. Les souches de virus de la grippe en circulation ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre et la durée de protection du vaccin peut s'estomper après quelques mois. C'est pourquoi il est recommandé de se faire vacciner chaque année. Le challenge sportif et solidaire Sahraouia est de retour pour une 5e édition qui se déroulera du 2 au 9 février à Dakhla. Cette compétition permet chaque année à des femmes venues des 4 coins du monde de vivre une expérience inédite alliant sport, émotion et découverte dans un site exceptionnel tout en adhérant à une cause sociale. Rachid Hillaoui et Hmida Merbouh ont assisté hier à la conférence de presse de cette 5e édition. L'aventure Sahraouia se poursuit. Une édition 2019 qui gagne en visibilité à l'international avec la participation de plusieurs équipes venues des 4 coins de la planète. Une compétition qui renforce son ancrage africain avec plus de participantes en provenance du Kenya, Guinée, Cameroun, Côte d'Ivoire ou Sud-Soudan. Aujourd'hui, on est en train de s'internationaliser, mais toujours dans cet esprit qu'on garde. Moi, je ne suis pas dans un grand raid ou dans une grande course, mais je suis dans une communauté de femmes qui viennent, qui participent à un raid et qui surtout font connaissance entre elles et essayent d'échanger un peu leur expérience. Dépassement de soi, solidarité dans l'effort, engagement sans faille, autant de valeurs partagées par les 2 marraines de cœur du raid solidaire féminin Sahraouia. Ça représente beaucoup, ça représente le courage parce que les femmes font une course avec des défis. Elles luttent contre les éléments, la mer, la terre, le sable, le vent. C'est très fatigant pour elles, mais elles se surpassent. Nous voulons vraiment montrer au monde entier que malgré le cancer, malgré la maladie, on peut vivre pendant le cancer, après le cancer et on peut quand même faire du sport. Pour cette 5e édition, plus d'une 50aine d'équipes de femmes seront sur la ligne de départ le 2 février prochain à Dakhla, avec toujours la même envie, celle d'aller au bout de soi-même pour les associations qu'elles soutiennent. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. C'était l'étape ultime. Le Parlement européen a adopté ce mercredi en séance plénière à Strasbourg à une très grande majorité l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. L'accord, approuvé à 444 voix pour, est un nouveau pas franchi dans les relations entre les deux parties. Un vote qui a tout de suite suscité de nombreuses réactions dans le Royaume, à commencer par celle du ministère des Affaires étrangères qui se félicite de l'adoption de cet accord qui vient confirmer que les produits agricoles et de pêche issus des provinces du sud du Royaume bénéficient des mêmes préférences tarifaires que ceux couverts par l'accord d'association.
C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal Al-Masaïa vous sera présenté par Salahdine Romari juste après. Mubasharatan Ma'akoum présenté par Jamel Boulhassin. Comme ça, moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.